Je veux d'abord confesser ma joie de me trouver aux côtés des excellents professeurs. Je veux nommer André-Marie Diagne et le professeur Amadouli, qui ont beaucoup contribué à la formation des gens de ma génération et qui continuent encore de me soutenir par des conseils éclairés. J'associe aussi au remerciement M. Marouafar qui m'a confié cette délicate mission de présenter le conte Farasini. Je salue aussi les membres de l'assistance. Mesdames et messieurs, chers invités, j'ai combien de minutes déjà? C'est ça, j'ai combien de minutes pour la présentation? Vous avez autant de plus. Ok, c'est bon, c'est rassurant alors. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, nous voici réunis dans le cadre de la cérémonie de présentation de la dernière publication de Marouafar, écrivain prolixe dont l'œuvre est riche d'une vingtaine d'ouvrages, se définissant comme un artiste qui se nourrit de verbe. Il a publié dans les genres littéraires majeurs, notamment des romans, des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, des essais. Habituellement présenté dans les milieux culturels comme dramaturge, Marouba a, comme qui dirait, senti la nécessité de visiter d'autres territoires génériques pour offrir à l'appréciation de ses lecteurs le conte Farasini, qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation. L'auteur de la collégienne, son premier roman, a aussi exploré d'autres univers linguistiques, sanctionné par la publication d'un ouvrage en Wolof, Yobolundawa en 2009, enrichissant ce champ littéraire qui est en train de se constituer au Sénégal, aujourd'hui promu par des écrivains de renom comme Cheikh Aliou Ndao, Boubacar Boris Diop, pour ne citer que ces quelques noms. Cela démontre au besoin tout le talent artistique de l'homme, son ouverture, sa flexibilité artistique et esthétique, que ses nombreux prix littéraires confirment. Revenant à Farasini, qu'il nous soit ici permis de rappeler les premières lignes de l'incipit. J'ouvre les guillemets. Il était une fois dans un royaume qui cherchait son nom, un roi qui prétendait avoir une fille exceptionnelle, une fille bellissime, dont il n'accorderait la main qu'au jeune homme le plus fort, le plus courageux et le plus intelligent de sa génération. La fille s'appelait Ndeirouba, car son père, le roi, lui avait donné le prénom de sa défunte mère. Ndeirouba était devenu le sujet de toute la convoitise de tous les adolescents sortis de la case de l'homme. Fin de citation. Le prétexte trouvé, le fond de l'histoire est ainsi campé par le conteur. Cela suffira à pousser à trois jeunes garçons très ambitieux, mais davantage portés par la soif de la connaissance que par la possession de cette beauté, à se lancer dans une aventure se révélant in fine comme une sorte de quête initiatique qui les mènera au royaume sans nom. À la manière d'un conte de type ascendant, selon la typologie de Denis Polm, le conte se déploie toutefois suivant un itinéraire tortueux dont il devient ardu de retracer les différentes étapes. Tout au plus, peut-on identifier une situation initiale suivie par une série de transformations qui montrent les trois protagonistes confrontés à une succession d'épreuves permettant au conteur de leur tisser une étoffe de héros. Ils brillent au fil du récit par leur courtoisie, leur courage, leur sollicitude, des qualités intrinsèques qui offrent à Amo, un des personnages du conte, l'occasion de se distinguer à l'issue de l'épreuve d'intelligence, faisant lui le légataire désigné de la belle Edali. Sauf que celle-ci, à la chute de la première partie du conte, se trouve être une statue, symbole de la magnificence et de l'opulence, érigée par le roi visionnaire Bour Amoul Morom Fall, qui n'est pas sans rappeler la figure de Christophe du nom du personnage théâtral de Césaire, qui nourrissait des ambitions et des pensées nobles pour son peuple. La deuxième partie du conte, intitulée Farasini, le fils de l'Afrique immortelle, n'est qu'une suite logique d'Edali. La structure d'ensemble est cependant inversée puisque l'intérêt de la narration semble se concentrer sur le destin antagonique des deux frères jumeaux Farasini et Oubim. Le personnage éponyme passe pour un modèle tandis que son vis-à-vis se révèle une incarnation de la somme des antivaleurs dont un dirigeant ou un prétendant au pouvoir devrait se débarrasser. Au plan structurel donc, nous avons ici un conte en miroir mettant en présence un vrai et un faux héros. Le conteur donne à lire à partir de là l'itinéraire opposé
des deux protagonistes rivaux. Faracini connaît, conformément aux exigences de ce type de conte, une trajectoire ascendante, dans le sens où il bénéficiera de la confiance de son père, qui lui léguera le trône, tandis que son frère jumeau, suivant une logique descendante, fait l'expérience d'une disgrâce, trouvant son point d'orgue dans une condamnation à un exil à perpétuité. On le voit donc, le conte de Marouba revêt à volonté une structure complexe, d'autant plus qu'il donne lieu à un jeu de composition, autorisant le conteur à procéder par emboîtement et croisement des récits, dans un ordre ou peut-être même dans un désordre harmonieux qui sollicite l'entière coopération interprétative du lecteur. Cela montre au besoin la posture novatrice d'un auteur, ici conteur, qui se prévaut d'une conception dynamique de l'écriture littéraire, qui, refusant la fixité et le conformisme sculptural, prend des libertés avec la tradition esthétique. L'important semble, se dire Marouba, n'est pas tant dans l'histoire qu'il détient, mais davantage dans la façon de la raconter, car il a pleinement conscience que la littérarité ne réside guère dans le contenu, mais dans la relation au dire. Excusez-moi, c'est moi qui Je vous en prie. Je vous en prie. Le parrain, c'est Seydou Sow. Il est allé manger un peu de diabète. Voilà. Donc l'important, semble se dire Marouba, n'est pas tant dans l'histoire qu'il détient, mais davantage la façon de la raconter. Voilà, car il a pleinement conscience que la littérarité ne réside guère dans le contenu, mais dans la relation au dire, dont le jaillissement accouche de ce qu'il appelle une parole pleine, entière, libre et libérée. Voilà, seul capable de transfigurer le monde et de susciter à la fois chez le lecteur et l'auteur ce que Roland Barthes nomme le plaisir du texte. À la vérité, on rentre dans ce conte comme dans un tunnel, où l'actualité et la pertinence des différentes thématiques abordées sont autant d'éclaircies qui motivent à aller au bout de l'expérience. On en sort grandi d'une sagesse imputable à la conscience citoyenne de l'auteur, dont le projet est de faire du conte le lieu de vulgarisation d'une pensée profonde, plus que jamais nécessaire à l'épanouissement du jeune public. Ainsi, le conte rejoint sous sa plume ou la bouche du conteur la dimension primordiale qu'il avait, celle d'être justement un viatique dont l'assimilation ne peut être que salutaire. Texte hybride et fondamentalement novateur, le conte de Marouba Fall est une sorte de bréviaire. Il enseigne, alerte, prévient, exhorte son auditoire ou ses lecteurs à la bonne conduite et surtout à la bonne gestion des affaires de la cité de demain. Dans tous les cas, les personnages évoqués dans Edali et Faracini sont à appréhender comme des condensés de valeurs perceptibles entre autres à travers la loyauté, l'honnêteté et le profond respect que le trio voue au sage Halim VI. Bien que jeunes, les personnages cultivent le sens de la mesure, de la responsabilité, de la tolérance qui d'ailleurs leur vaudra le soutien du grand devin dans leur cheminement périlleux vers le royaume Galgi et plus tard lors de leur quête initiatique dans la forêt. Les paroles du devin protecteur de la nature et assurant la médiation entre le visible et l'invisible, le sacré et le profane, tout en jouant le rôle de passerelle entre les générations, orientent le récit sur les voies de la pédagogie, ainsi que le laisse voir le passage suivant. Donc c'est le sage Halim qui parle, il s'adresse aux jeunes. Restez fidèles à vous-même, aux enseignements des anciens, aux principes et valeurs qui garantissent la stabilité de ces lieux où vous avez vu le jour, et qui font que les femmes et les hommes mûris sous nos cieux sont droits comme des rogniers, résistants comme des baobabs. Sachez que les armes de la jeunesse sont la politesse, la responsabilité et la curiosité. Fin de citation. Regarde la démarche de l'auteur, qui par ailleurs se réapproprie les traits distinctifs du conte traditionnel, dont le merveilleux, le surnaturel et le fantastique, abondamment présents dans Edali et Faracini. Une mauvaise interprétation pourrait amener certains lecteurs à penser que le conte de Marouba n'est que divertissement, au sens pascalien de choix de l'insignifiance et de fuite devant l'essentiel. Loin de là, et quand bien même il le serait, le conteur fait concomitamment de son discours le lieu de déploiement d'une pensée politico-philosophique qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Profondément nostalgique de cette Afrique d'avant la traite,
et la colonisation, ici dénommée Kifera, Marouba ne désespère pas de voir le continent s'unir et retrouver sa gloire primordiale, conformément aux vœux des néo-panafricanistes qu'incarne symboliquement le prince Farasini et son père. La fiction lui offre dès lors l'occasion de se livrer à une réflexion théorique, prenant racine dans le rapport d'horizontalité que l'élu doit entretenir avec ses administrés. L'exposition de la philosophie politique de Bour Amoul Morom Fall et de son héritier et à tout point de vue, pour le dire avec des termes empruntés à Achille Mbembe, un pavé dans la mare des satrapes africains obnubilés par le pouvoir. C'est en cela que l'introduction du personnage du fou du roi de Foubourg, qui, dans un jeu intertextuel, rappelle l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmadou Kane, où l'éloge de la folie d'Erasme revêt une signification particulière. La grande leçon, s'il en est, de ce conte est que l'Afrique de demain, celle que l'auteur nomme l'Empire des promesses, a besoin de dirigeants fous. Non pas de cette folie pathologique, clinique et stérile, mais de la folie constructive, lucide, dont se réclame sur un ton jubilatoire le nouvel empereur, qui porterait les dirigeants à oublier les sentiments égoïstes qu'ils ont, afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Je crois que je suis devenu vraiment fou, soutient le prince Farasini, car je viens de chasser du palais mon frère de sang et de lait, et je ne vais pas retenir ma mère qui vient de partir avec lui. Voilà, on est à la page 183. Cette politique novatrice, conséquente de la folie heureuse et primordiale dont se prévaut le personnage éponyme, est à prendre dans une acception étendue, puisqu'elle intègre le devoir éthique de transparence, de respect de la dignité humaine, de la chose publique, qui se matérialise dans la conviction profonde que la nation est constituée d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, qui agissent de concert dans le même but, dans le respect de l'autre et l'observance des principes élémentaires du vivre ensemble, bien déclinés par ailleurs dans ce qui a tout l'air d'une charte de bonne gouvernance, à laquelle Farasini et les membres du Conseil impérial souhaitent s'astreindre. Les lignes suivantes sont à ce titre édifiantes. Le cumul des fonctions jusqu'ici tolérées est abrogé. Tout dignitaire de l'Empire qui se servira de son statut pour s'approprier illicitement des terres et des biens, voilà, quelle qu'en soit la nature, sera démis de ses fonctions et puni par la loi. Voilà, pour construire des routes, des habitations ou toute autre infrastructure, pour le besoin des populations, il est interdit de détruire ou de déranger la nature, création de Dieu. On est à la page 157. Marouba demeure toutefois convaincu que l'on serait parvenu à l'avènement de cette Afrique stable et prospère, qu'il appelle ses vœux, sans un changement de paradigme dans la relation que le vivant entretient avec la nature. Le lecteur de Farasini ne manquera pas de remarquer que la préoccupation écologique est au centre de ce récit, voilà, comme il a souvent été dans le conte africain. Elle prend cependant une ampleur considérable, vu que l'essentiel des actions marines se déroule dans la forêt, qui, loin d'être un cadre décoratif, participe à la dynamique des actions et oriente le cours du destin des personnages. Cet espace sylvestre est, selon la belle formule de l'auteur, un livre de secrets dont le sens ne se révèle qu'à ceux qui savent décrypter les signes interférents dans un jeu de correspondance perpétuelle à l'humanité. Cette conscience éco-critique est une façon pour l'auteur d'opérer un recadrage du récit, du discours littéraire en général, en vue de la mettre en phase avec les enjeux environnementaux contemporains au moment où on parle de l'urgence climatique. Et pour conclure, je dirais que le conte de Marouba Fall confirme et raffirme son ancrage dans le réel, et quelle que soit la forme que prenne son œuvre, elle nous révèle toujours ce nécessaire élan d'humanité qui détermine la prise de la plume dans le contexte sociologique africain. Nous pensons que le mérite de l'auteur est peut-être d'avoir osé réinvestir en genre littéraire, le conte en l'occurrence, qui ne fait plus tellement de cette pour des raisons évidentes que nous n'avons pas ici évoquées. Il reste à espérer que ce merveilleux texte soit l'impulsion qui donne aux lecteurs et aux jeunes auteurs l'envie d'écrire pour les uns, de lire pour les autres des histoires de cet ordre, qui ressuscite notre tradition et donne la force de rêver en des lendemains meilleurs. Je vous remercie.